Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Ronin MMA. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un sujet, ma foi, assez, comment dirais-je, assez profond, assez subtil, assez dense, assez véhément, qui va faire appel à beaucoup de passion, beaucoup d'ardeur, beaucoup de sentiments de fans au final. On va se poser la question de savoir si Alex Pereira Poatan, ou plutôt Alex Poatan Pereira, n'est pas la plus grande signature de l'histoire de l'UFC. On en parle maintenant. Put it in my head like, I could get it too, that fast money, and I care not to talk about it, but, I got hooked up when I was young, like 15 years old, went from smoking blunt. Alors, Poatan, sur son début de carrière, les gars, c'est certainement le plus gros palmarès de l'histoire de l'UFC. Sur son début de carrière, attends, s'excite pas. Sur son début de carrière, c'est le plus gros palmarès de l'histoire UFC. C'est pas la plus grande carrière UFC, son début de carrière est le plus grand palmarès de l'histoire de l'UFC. Et ça, pour le coup, je crois que c'est difficilement contestable. Pourquoi ? Alex Pereira, à l'heure actuelle, à l'UFC, on va faire un petit bilan. J'ai pris des petites notes pour pouvoir vous raconter des choses bien, des choses fixes et des choses précises. Alex Pereira, sur sa carrière UFC, c'est 7 victoires, 1 défaite. Sur ces 7 victoires, tu as des victoires contre Sean Strickland, ancien champion, Blachowicz, ancien champion, Prochaska, ancien champion, Israel Adesanya qui l'a délogé, ancien champion, et là récemment il nous a battu Jamal Hill, ancien champion. On reviendra après sur le fait que ce soit sur la catégorie light heavyweight, etc. C'est la catégorie la plus faible, petite densité de population qui est vers la baisse. On a notre merci national qui arrive petit à petit dans celle-ci. Mais effectivement, on peut discuter de ça. Par contre, dans les faits, ça veut dire que sur 8 combats à l'UFC, t'en as 5 qu'il a fait contre des tueurs en série absolus. Donc pour revenir rapidement sur son début de carrière, Alex Pereira, d'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il a fait ? Alex Pereira, c'est ni plus ni moins que le seul double détenteur de ceinture en simultané au Glory. C'est le seul à l'avoir fait. Des gens ont déjà eu 2 ceintures de catégories différentes au Glory, mais pas en même temps. Alex Pereira est le premier, donc on peut très clairement le mettre dans les meilleurs kickboxers de l'histoire de ce sport. Ni plus, ni moins. À l'UFC, quand il vient d'Anna Blanc, il a vraiment bien réfléchi à sa stratégie, il s'est dit tiens, en ce moment on a Adesanya, qui règne sur la catégorie de manière écrasante. Aucune personne n'a été en mesure de contester le titre d'Adesanya et ne serait-ce que le pousser dans ses retranchements depuis l'acquisition du titre intérimaire et Robert Whittaker. Donc Adesanya était sur une série folle de 5 ou 6 victoires ou 6 défenses de titre. Donc il a fait Robert Whittaker, il avait fait... Adesanya, Whittaker, il a fait Cannonier, il a fait Strickland contre qui il a perdu malheureusement. Mais bref, il a toute une tripotée, il a tapé des Borrachina, il a tapé d'ailleurs premier KO de la carrière de Borrachina, il a tapé des Yoel Romero, combat vraiment boring. Il a tapé l'ensemble de la catégorie middleweight à un tel point qu'on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on peut redynamiser cette catégorie, sachant qu'on a un champion surdominant. Et là, Dana Blanc, il s'est dit, bon, frérot, Hunter, est-ce que tu parles amazonien ? On va appeler un gars qui s'appelle Poatan, il a une pierre tatouée sur le fist, il a un dragon sur l'ensemble de son corps. En plus, il fait 1m94, officiellement, parce que dans les faits, je pense qu'il est un peu plus grand, soit la même taille à peu près que Adesanya, et c'est un titan dans la catégorie des 84. Et en plus de ça, c'est le seul homme à avoir mis KO Israel Adesanya. Ça te chauffe qu'on le fasse venir à l'UFC ? Hunter a fait bah bien sûr mon ref, c'est parti, on va aller chercher Poatan, on va le signer. Donc dès le début, l'idée était de faire signer Poatan pour aller tabasser à Israel Adesanya. Donc construction de carrière qui est certes facilitée par l'UFC, ça on va le dire clairement, sa carrière est facilitée. Sur tous ses combats pour aller vers le titre, il affronte aucun gros lutteur et aucun énorme tueur en série, on va dire. Si tant est en s'entendant sur le fait qu'on soit encore à l'UFC. Donc, où le niveau est globalement la meilleure organisation du monde. Donc, t'as les plus grands tueurs en série,
mais il n'a pas pris les mecs qui pouvaient être les plus problématiques pour lui. Les Brunson, les Romero, et tous les Paulo Costa dans une moindre mesure. En soi, tous les plus gros challenges, les plus gros... comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça? C'est kryptonite. En soi, ses antithèses, et bref, les lutteurs du Caucase qui viennent là pour lui casser la gueule, le mettre au sol et pas le laisser striker. Donc il prend un grec, qui flying knee. Il prend ensuite Bruno Silva, qui d'ailleurs est le seul homme qui a réussi à aller à la décision avec lui, avec Blachowicz. Et ensuite, il prend finalement le numéro 4 de la catégorie, donc il passe de la 27e place, ou 27e mondiale à ce moment-là, au 4e qui était Sean Strickland sur 5 victoires ou 7 victoires de suite. Pas 7, 5 je dirais, qui est un striker et un boxeur. Donc Alex Pereira avait l'avantage en plus de puissance. Vous me direz, Alex Pereira en 84 a l'avantage de puissance sur tout le monde, et c'est vrai. Mais avait l'avantage de puissance, de taille, d'allonge et de compétence. Parce que Sean Strickland plonge très peu dans les jambes, mixte très peu. Ensuite, il affronte Israel Adesanya, il le met KO. Alors qu'il se faisait dominer, on s'est dit putain, fin du premier round, il est mort. Parce que fin du premier round, pour ceux qui se rappellent, Alex Pereira, il fait dodo debout. Hein. Il nous fait une Yang Xiaonan. Ça conne debout, il a pris sa pastos, il est... I can breathe. Donc il nous prend la ceinture sur Adesanya. La revanche se fait, énorme combat, il prend son KO. A savoir qu'en plus, hein, c'est un énorme cutter, c'est certainement le plus gros physique chez les 84 avec Vettori. Et bah tiens, Vettori, adversaire qui a perdu contre Adesanya aussi, par 2 fois. Avec Vettori du coup et Borrachina, donc Paulo Costa. Et donc du coup, tout ça pour dire qu'en termes de cutting, bah forcément, plus tu draines l'eau de ton corps, plus ton liquide céphalogramme, le liquide autour de ton cerveau se réduit et ton cerveau est exposé à des commotions. Bref, donc... il perd face à Adesanya, derrière il monte de catégorie, il prend direct un ancien champion, il gagne, pardon. Donc Jan Blachowicz sur une décision qui selon moi était controversée, mais Alex Pereira oblige, on kiffe le man, on va dire qu'il a gagné. Ensuite il va gagner contre Prochaska qui à ce moment-là est un véritable tueur en série, mais intouchable. Vraiment la terreur de la catégorie, qui avait en plus battu Glover Teixeira, son entraîneur en grappling. Et après ça, il va prendre Jamal Hill, un mec qui avait aussi tabassé son mentor sur 5 rounds, où tu vois la guerre de Teixeira, hein, clairement, c'était Maeva Genab. Ceux qui n'ont pas la référence, je vous en veux pas et c'est une bonne chose pour vous. En bref, sur ces 5 derniers combats, Alex Pereira, c'est 5 anciens champions qui terrassent. CV en béton armé. Et en plus de ça, on peut le dire, hein, il a redynamisé la catégorie. Parce que la catégorie des light heavyweight, messieurs, dames, c'était un peu comme le panier de chaussettes que t'as qui traîne depuis que t'as 14 ans et demi, où t'as aucune chaussette qui est pareillée. C'est le gros bordel. C'était vraiment néant total. On ne pouvait clairement pas trouver chaussette à son pied. Je ne moille les cadeaux, ça fait plaisir. Et en matière du coup de catégorie redynamisée, maintenant il ne reste plus qu'en KLAF. Et en KLAF, c'est le dernier véritablement obstacle que Pereira n'a pas tapé. En KLAF, en plus très sérieux, 8 victoires consécutives, il y a bonhomme. Maintenant qu'on a fait le CV d'Alex Pereira, qu'en plus il est devenu double champion, parce que ça n'avait pas été précisé, il a été champion du coup de la catégorie supérieure en s'imposant face à Jiri Prochaska. Et le tout, du coup, en un laps de temps de, on l'a dit, 9 combats. En 9 combats, il a chopé 2 ceintures. C'est du jamais vu. On va comparer quand même avec d'autres candidatures, d'autres personnes qui ont quand même marqué l'histoire de ce sport. Et on va parler en premier de Conor McGregor, en termes de signature. Conor McGregor, on peut dire, oui, d'un certain point de vue, c'est la plus grande signature de l'histoire du UFC. Et c'est complètement cohérent de le dire. Sur le début de carrière, par contre, en revanche, Conor McGregor, c'est beaucoup plus lent que l'ascension d'Alex Pereira, faute à une catégorie qui certes est beaucoup plus densifiée, les featherweight, qui est historiquement certainement la plus grande catégorie avec les moins de 70 et les moins de 61. On a quoi qu'on a une catégorie des 84 qui a eu un bel âge d'or avec un monsieur dont le surnom commence par Spider et finit par Silva. Mais historiquement c'est la plus grande des catégories. Donc ce qui explique l'ascension un petit peu plus lente. McGregor, son 7ème combat, c'est le combat qui mène à la ceinture contre José Aldo, où il terrasse en 13 secondes la légende qui était invaincue depuis 10 ans.
Donc ça, en termes de signature, déjà, ça te place au top du top du top. Amazing. Par contre, restons dans la mesure, il lui a fallu 8 combats pour choper sa ceinture et c'est le premier double champion UFC. Donc, 8 combats pour choper le titre, ça reste une construction de carrière normale qui en plus aurait pu être un petit peu plus accélérée si jamais il n'y avait pas eu les blessures sur son premier combat avec Aldo, qu'il avait obligé à prendre Mendes et un mec qui avait un short vert, j'ai oublié son prénom. Mais à partir du moment où Conor McGregor a atteint les sommets, il a eu un pic, et en tout cas la carrière de McGregor de manière générale a un pic qui, à mon sens, est inégalé. Pour le côté extra-sportif également, par rapport à son trash talk. Là où Pereira, bon, c'est une usine à même, c'est clair, mais il n'a pas le même trash talk que McGregor, même si son côté silencieux stoneface peut être intimidant pour la concurrence et en soi est assez déstabilisant. Il a une aura, Pereira. Clairement, tu le vois debout, shave complet, donc rasé pour les non-anglophones, stoïque, le gars, t'as l'impression qu'il a pas rigolé depuis qu'il a 2 ans et demi. Il est vénère, en plus quand il arrive, il gueule, il fait ça. Avec son arc, tu dis oula, oh. Ah, j'ai pas envie de m'embrouiller avec son fils. Donc, pour placer là les signatures. Ensuite, on va devoir passer de l'autre côté, donc on va devoir aller voir nos amis les dames. En termes de signature, on a quand même Ronda Rousey. Et les gars, Ronda Rousey, c'est du très sérieux, du très 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 sérieux. Ronda Rousey, déjà son premier combat à l'UFC, c'est un combat pour le titre. Elle rentre dans une catégorie qui a été conçue spécifiquement pour son arrivée. Donc en termes de tapis rouge, tu fais pas mieux. Elle gagne le titre et derrière elle le défend 5 fois. 5 fois elle le défend, record absolu. Par la suite elle mange 2 KO suite, c'est vrai. Mais en termes de légende et de choc, et surtout d'engouement qu'elle a réussi à générer à l'époque, mais c'est amazing. Genre vraiment, si le MMA féminin est à aujourd'hui aussi développé, c'est parce que Ronda Rousey est arrivée et a mis des clés de bras, hashtag en barre, à l'ensemble de la concurrence. Bon, après c'est vrai que c'est quelqu'un qui comptait beaucoup sur son judo, et en striking, bon, elle avait un niveau de CM2. Mais, Ronda Rousey a marqué l'histoire de ce sport et son entrée est fulgurante et sans pareil. Après, on parle juste de signature, parce qu'après si on rentre dans les Nunes, les GSP et tout ça, là on parle vraiment d'explosion rapide, hein, d'ascension rapide. Parce que si jamais... La question n'est pas de se dire est-ce qu'Alex Pereira c'est le GOAT. Non, ce n'est pas le GOAT. Est-ce que Alex Pereira fait la meilleure signature de l'UFC? Là on peut en débattre. On peut débattre. Après on va rentrer dans genre Saint-Pierre, Anderson Silva, John Jones aussi, qui peut vraiment légitimement être sur cette vidéo. On fera certainement une vidéo top là-dessus. D'ailleurs, ça peut être super intéressant qu'LJ vienne face cam. Donc, comme ça, on aura deux personnes. Là, l'autre personne que j'ai envie de mettre, c'est quelqu'un qui n'a jamais été champion, mais qui, sur sa signature, a rentabilisé en highlight. C'est Michael Chandler. Michael Chandler, c'est au bout de 2 combats à la ceinture, c'est 2-3 à l'UFC. Donc en 5 combats, il a que 2 victoires pour 3 défaites. Mais ses combats, c'est contre The Highlight, combat de la soirée, contre Dan Hooker, KO monumental premier round, contre Dustin Poirier, contre Charles Oliveira pour le titre. Donc dès son 2e combat, il fait Dan Hooker, Charles Oliveira, s'il vous plaît. Donc entrée fulgurante dans le top 5, où il tabasse Hooker. Hein. Mais c'est un non-match celui-ci, c'est Hooker qui prend un énorme KO. Personne n'avait fait ça Hooker avant ça. Donc rentrer dans le top 10, il rentre dans le top 10 de manière fulgurante, il prend le champion Oliveira qui knockdown sur le premier round, on se dit putain il va le faire l'enfoiré, sachant qu'avant il était en 18-5 déjà au Bellator, donc énorme terreur qu'avait affronté Eddie Alvarez et qui était notamment connu pour ses combats spectaculaires. Il s'incline face à Oliveira du coup après la remontada au premier round, on se dit il va le faire l'enfoiré. Il revient, il affronte Justin Gaethje, je crois que c'est un top 3 combat de l'année, quelque chose comme ça. C'est vraiment combat amazing, que 3 rounds cependant. Ensuite il prend Ferguson, ou non, ensuite il prend Dustin Poirier. Il perd et il y a des trucs bizarres, il lui crache du sang dedans. Ensuite il éteint Ferguson, mais truc énormissime, premier homme à éteindre Ferguson.
Et puis là, bah, il est en attente pour affronter The Notorious Conor McGregor sur juin. Donc clairement, le gars en 6 combats UFC a rentabilisé sa carrière. Et je crois que je les ai tous faits. On recommence. Oliveira, Ferguson, Poirier, Gaethje, Hooker. Et là, il va affronter McGregor. Énormissime. Pour une carrière UFC, les noms qu'il prend, c'est énormissime. Donc ça, c'est vraiment la concurrence que je vois la plus sévère pour mon ami Poatan. Sachant que il y a aussi le contexte qui fait que ta signature est la bienvenue et qui fait que sur le CV, elle va être balèze. C'est que la catégorie des lightweight, avant l'arrivée de Michael Chandler, on avait certes des prospects qui étaient en train d'émerger. Donc on pense notamment à Tsoukayan qui aujourd'hui va disputer une ceinture contre le vainqueur de Makhachev contre Poirier. On a aussi Fiziev qui est en train de faire son ascension, des Jalin, etc. Mais la catégorie manquait un petit peu de 109. Il n'y avait pas un gars qui arrive et genre quand tu le vois combattre, t'as les yeux écarquillés et t'es en mode waouh, banger à chacun de ses combats. Et Chandler nous a apporté ce côté folie. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à le mettre. En plus de ça, il avait un sens du micro incroyable. Son call-out sur Conor McGregor. Conor McGregor, I'm the most electrified and satisfying fighter in the world. Woo! Incroyable. Genre vraiment le truc, tu prends 15 grammes de testostérone juste en écoutant son interview. Donc vraiment pour ce contexte-là. Donc Alex Pereira s'inscrit là-dedans. Et pour ma part, je pense qu'on peut affirmer que c'est la plus grande signature de l'UFC pour le côté contexte. Donc c'est-à-dire faire énormément en beaucoup de temps. Faire énormément en peu de temps, vous m'aurez compris. Mais que Conor McGregor restera quand même le plus grand et le visage, la figure de proue au final de l'UFC. Mais la plus grande signature en termes de redynamisation, parce que qu'on le dise ou non, la catégorie featherweight n'avait pas besoin de Conor McGregor. L'UFC avait besoin de Conor McGregor. La catégorie featherweight, d'un point de vue sportif, n'en avait pas besoin. D'un point de vue sportif, donc pour rester là-dessus, Alex Pereira a redynamisé une catégorie qui était en perdition, a relancé de l'intérêt en créant l'une des plus grandes rivalités de l'histoire en s'opposant avec Adesanya. On parle d'ailleurs même d'une trilogie en moins 93, ce qui serait d'ailleurs extrêmement intéressant pour Adesanya s'il y parvenait, parce que ça le ferait encore plus rentrer dans la légende et les fans auraient clairement à satisfaction. Tu revois Pereira contre Adesanya. Et quand même, pour synthétiser, on a des femmes incroyables dans l'histoire de l'UFC. Certes, moi je ne regarde pas beaucoup des MMA féminins, mais l'UFC 300, j'ai vu Liang, Wei Lizang, ouais c'est ça, contre Yann, j'ai pris une claque. Et puis forcément, un petit shout-out pour des signatures quand même qu'on a réussi à récupérer du Bellator, Michael Chandler. Donc voilà. Bon les gars, je vous ai fait une sacrée vidéo, j'espère que c'était clair, concis, précis, vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner et dire pour vous, quelle personne j'ai pu oublier dans cette liste. Est-ce qu'on peut parler de John Jones? Bien sûr. Est-ce qu'on peut parler de Silva? Bien sûr. Est-ce qu'on peut aller chercher d'autres champions? Des Brock Lesnar par exemple, qui ont fait une apparition sur l'UFC 100, et une carrière qui est assez courte mais qui est aussi bien dense, où il a été champion, il a été mis en avant, il a signé aussi des gros pay-per-view. On peut en parler également. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en avez pensé, likez, commentez, partagez. De toute façon, je vous répondrai avec amour, respect et sans jugement, chose qui manque un peu à la communauté MMA. Et puis écoutez, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao.